Ça va faire maintenant plus d'un mois que Hunter x Hunter est de retour dans les pages du Jump et honnêtement, quel plaisir. Comme pas mal de gens dans la commu, c'est un manga que j'attendais énormément, c'est un retour que je voulais absolument parce que c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup. Mais j'avoue que j'ai vu pas mal de gens, et notamment sur Twitter, je vais pas vous cacher, dire qu'ils n'avaient jamais lu le manga, jamais vu l'animé, et ne pas savoir si ça valait le coup de commencer. Et bien vous savez quoi, je me suis refait tout l'animé. J'ai relu tout le manga, même les derniers chapitres qui viennent de sortir, et je vais donc essayer de vous dire pourquoi Hunter x Hunter est un manga incontournable et qui, de mon point de vue, se différencie des autres shonen. Mais attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo est mon avis personnel, ma façon de voir le manga et ce que j'ai compris en le lisant et en le regardant. Donc si vous avez un avis différent, eh bien ne m'insultez pas, écrivez-le dans les commentaires, argumentez, ça me ferait extrêmement plaisir de débattre avec vous. Les commentaires sont là pour ça finalement. Et petite précision avant de débuter réellement cette vidéo, ce que je veux avec cette vidéo, c'est donner envie aux gens de se lancer dans l'aventure, de vous donner envie de lire le manga, de vous donner envie de regarder l'animé, qui soit dit en passant a une très bonne VF pour ceux qui préfèrent regarder en VF. Donc oui, je vais analyser le manga, mais je vais pas non plus trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler vous, les nouveaux, un petit peu comme j'avais fait sur ma vidéo sur Jojo, qui est d'ailleurs très cool, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup pour ceux qui ont lu le manga ou regardé l'animé et qui veulent lâcher un énorme pavé dans les commentaires avec un max de spoil, eh bien lâchez-vous. Faites-vous plaisir, mais écrivez en gros, en gras, je ne sais pas, faites que ça soit visible, écrivez spoil au début de votre commentaire, comme ça, ceux qui n'ont pas vu le manga, ceux qui n'ont pas vu l'animé, pourront quand même passer dans les commentaires sans se faire spoil de façon abusive, et ça, c'est plutôt cool, ça fera plaisir à tout le monde. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Hunter x Hunter est un manga qui se démarque des autres grâce à une chose, un élément essentiel propre à chaque auteur, qui ne définit pas l'histoire, mais qui permet de l'exprimer. Cette chose, c'est l'écriture. Pour moi, la clé du succès de Hunter x Hunter réside dans son écriture. Que ce soit dans l'univers, les personnages, la composition des planches, Togashi a une façon bien particulière de raconter son histoire. Et j'aurais même envie de dire que c'est une des raisons qui pourrait repousser les lecteurs dans un premier temps. Mais alors Charlie, qu'est-ce que tu nous baragouines? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi cette écriture est différente? Alors, je sais pas vraiment comment décrire ça pour être tout à fait exact avec vous. Mais j'aurais envie de dire que Togashi a une écriture très bavarde, presque littéraire en fait. Pour un manga, et qui plus est un shonen, Hunter x Hunter possède énormément de textes. Car plus que par de l'action, c'est par des mots, des descriptions, des ressentis que Togashi va construire son histoire, développer ses personnages et ses propos. Et c'est d'ailleurs une particularité que l'adaptation animée a vraiment su retranscrire en mettant une voix off dans presque chaque épisode, chose qui est rarement le cas dans les autres animes du genre. Ah oui, et petite parenthèse, on va parler de l'adaptation animée de 2011, celle de 1999 est très cool aussi, mais vu qu'elle est plus vieille, je pense que les gens vont plutôt regarder maintenant celle de 2011, donc on va surtout parler de celle de 2011. Et le fait qu'il y ait beaucoup de lectures dans le manga et parfois des planches remplies de textes, eh bien ça rend les scènes muettes, les planches sans bulles, beaucoup plus impactante. Plus impactante car le contraste détonne, il accentue les émotions. C'est pour ça que quand je vois des gens juger Hunter x Hunter uniquement, par exemple, par ses dessins qui sont parfois excellents et parfois moins bons, eh bien honnêtement je souffle un petit peu. Parce que sans être méchant, ces gens-là ils ont rien compris. C'est un peu méchant quand même. Parce qu'un manga, ce n'est pas juste des dessins en fait. Et d'ailleurs, bon nombre de mangas qui ont des dessins un petit peu moyens sont en train d'exploser aujourd'hui. Usama Rankin, Mob Psycho et j'en passe. C'est un peu comme si vous jugiez un livre sur sa couverture sans avoir lu ce qu'il contient. Ça n'a pas de sens. Et attention, je suis pas en train de dire que les dessins d'Hunter x Hunter sont mauvais. Non, pas du tout. Togashi est capable de produire des planches aussi impressionnantes que celle de Moria. Et je veux pas qu'on limite le manga à ça. Bref, revenons-en à l'écriture. Pour moi, c'est donc cette particularité qui, à mon sens, donne une grande force à Hunter x Hunter, mais qui, parallèlement, lui fait un petit peu préjudice. Car même si le manga faisait à l'époque autant voire plus de ventes que Bleach, eh bien il n'a pas été aussi mis en avant. Plus difficile à lire, plus cru dans sa vision de la société, Hunter x Hunter était moins vendeur que ses comparses du Big Three. Et c'est justement grâce à cette écriture que Togashi nous transporte dans un univers aussi terrifiant que passionnant.
Alors avant de parler des personnages, j'aimerais parler un peu de l'univers du manga. Togashi a su construire de Hunter x Hunter un univers complexe et dense. Là où son homologue Eiichiro Oda s'appuie sur une grande palette de personnages pour créer un monde aux multiples interactions et où beaucoup d'événements se passent au même moment, la complexité de Hunter x Hunter se trouve, elle, dans l'aspect réaliste de son monde. Dans son manga, Togashi dépeint notre société moderne. Alors oui, le tout va être saupoudré de fantastique, mais la base, elle est plutôt réaliste, dans le bon comme dans le mauvais. Et en vrai, il a bien raison. En plus de pouvoir apporter une critique sur ce que nous sommes, sur notre société et sur tout ce que cela englobe, eh bien ça lui permet de se reposer sur un monde cohérent. Un monde que nous pouvons appréhender plus facilement car nous le connaissons, c'est le nôtre. Alors j'aimerais vous donner quelques exemples parce que je pense que c'est quand même bien d'illustrer un petit peu mes propos. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois que je prendrai des exemples, je ferai en sorte que ce ne soient pas des éléments majeurs qui ont un réel impact dans l'histoire. Prenons par exemple l'arc des fourmis chimères. On va pas parler des fourmis. C'est l'un des arcs les plus populaires du manga, si ce n'est le plus. Dans cet arc, Togashi va mettre en lumière certains aspects de notre société, et parfois de façon exacerbée pour mieux les comprendre et mieux les critiquer. Au début de l'arc, Gon et Kuruha arrivent dans l'état de NGL. Acronyme de Neo Green Life, NGL est un endroit où la technologie est prohibée et où la nature est au centre de toutes les activités. Mais sous couvert de bonnes intentions écologiques, la société NGL est en réalité le plus gros producteur de drogue. La législation de la région fait donc office de couverture pour des activités criminelles à plus grande échelle. Pour moi, Togashi critique ici les sociétés qui font du greenwashing, ce qu'on appelle aussi l'éco-blanchissement. En gros, c'est quand une organisation se donne une image trompeuse, une bonne image d'écologiste pour détourner le regard de ses réelles activités. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais pas non plus vous faire un cours de marketing, hein. Plus tard dans l'arc, les événements se passeront dans un autre pays, Goruto Est, aussi appelé le Golto de l'Est. Pour aller droit au but, ce pays est une caricature de la Corée du Nord. C'est une dictature, un pays coupé du monde où les habitants peinent à se nourrir et où le chef suprême vit dans l'abondance. Un pays qui fait des essais d'armes de destruction, tout comme la Corée du Nord. Alors bien sûr, ici, Togashi critique son pays voisin. Et de façon plus large, il apporte un vrai regard sur tous les systèmes sociétals, que ce soit des sociétés monarchistes, dictatoriales ou républicaines. Pourquoi certains hommes se voient accorder plus de puissance que d'autres? C'est là la question que va poser Togashi à travers Meruem. Des incompétents sans la moindre once de talent ou d'intelligence accèdent à des postes haut placés du seul fait de leur parenté ou de leur relation. Nous n'avons jamais rien entendu d'aussi absurde. Un gouvernement de marionnettes ne peut qu'être préjudiciable au pays. Que les humains se plient à ce système est la marque d'une espèce ignorante. Et vous verrez que Togashi conclura cet arc sur une critique plus globale du genre humain, de ce que nous sommes. Une vision assez pessimiste qui est celle de l'auteur et que je vous laisserai découvrir. Parce qu'honnêtement, c'est un passage très beau. A noter aussi que géographiquement, le monde d'Hunter x Hunter ressemble un petit peu au nôtre, mais ça, c'est un petit peu plus anecdotique. Personnellement, cet aspect très réaliste du monde d'Hunter x Hunter est un truc qui m'a vraiment accroché, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus. Alors bien sûr, j'adore les mangas aux univers plus fantastiques comme One Piece, mais l'avantage d'une histoire qui repose sur un monde semblable au nôtre, c'est qu'en plus d'apporter une double lecture à l'œuvre, il permet aussi à l'auteur de consacrer plus de temps sur l'écriture et sur la psychologie de ses personnages, puisqu'il n'a pas besoin d'expliquer l'univers dans lequel ils évoluent. Et justement, les personnages, parlons-en. Togashi a donc créé un univers dense, semblable au nôtre sur bien des aspects, mais pour nous faire profiter de ce monde, l'auteur a besoin d'un héros. C'est là qu'arrive Gon. Alors on va parler un petit peu de la personnalité de Gon, de son évolution, de son but, de son rêve. Parce que c'est un personnage qui de prime abord semble assez simple, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Et puis j'aimerais aussi remettre un peu les points sur les i, parce que j'ai vu des gens dire des dingueries sur Gon. Parfois quand on n'a pas lu un manga, ou du moins qu'on n'a pas essayé de le comprendre, et que derrière, on veut l'analyser, vaut mieux le relire une deuxième fois en fait. Bref, parlons donc de Gon. Gon, c'est une petite bouille sympathique, un garçon aux cheveux hérissés, toujours souriant et de bonne humeur. Mais du haut de ses 12 ans, il n'a qu'une idée en tête, partir à la recherche de son père. Pour ça, il n'y a pas 4000 chemins, il va devoir suivre les traces de son paternel et devenir Hunter. Gon, c'est le petit garçon de la campagne qui va découvrir le monde. Et c'est réellement ça qui est important. Quand on commence Hunter x Hunter, on pourrait penser que comme dans beaucoup de shonen, l'objectif du héros coïncide avec la finalité du manga. Ce qui en vrai est plutôt logique puisque c'est un peu le fil rouge de l'histoire. Que le rêve du personnage principal prime sur tout le reste. Rien n'est plus important dans One Piece que le rêve de Luffy de devenir le roi des pirates. Naruto se conclut quand il atteindra son objectif ultime, devenir Hokage. Et bien dans Hunter x Hunter, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que ça me fait doucement rire quand je vois des gens dire que l'objectif de Gon est nul. C'est normal.
C'est normal. Retrouver son père n'est pas le rêve de Gon, c'est le désir d'un petit garçon qui a toujours vécu seul avec sa tante. Un désir qui sera sa source de motivation pour avancer. Il est le pâle reflet de son père, un homme qui désire toujours ce qu'il n'a pas en face de lui. Et c'est finalement un sentiment très humain, on dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. On désire toujours ce qu'on ne possède pas. Et c'est justement dans cette nuance que Hunter x Hunter se démarque. Alors c'est vrai que comme ça, on pourrait se dire que rêve et désir expriment la même chose, mais pour moi, c'est pas vraiment le cas. Le rêve est supérieur, le désir, lui, est anodin. Ce qui fait que la quête de Gon, celle de retrouver son père, n'est pas importante. En fait, c'est un prétexte que Togashi utilise pour lancer son héros dans l'aventure. Car si le manga a bien un message à nous transmettre, c'est que le chemin est plus important que la ligne d'arrivée. C'est d'ailleurs une chose qui nous est dit très explicitement quand Gon arrivera au bout de sa course. Parce que oui, Gon va atteindre son objectif et pourtant, cela ne sonne pas à la fin du manga. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Et c'est donc sur ça que va reposer toute l'évolution de Gon et de son parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gon, c'est avant tout un petit garçon de 12 ans. Et que celui qui me dit que Gon ne se remet jamais en question aille relire le manga. Car honnêtement, j'ai rarement vu un protagoniste exprimer autant ses doutes et ses frustrations. Il arrive même qu'il pleure non pas par tristesse, mais par dégoût de lui-même. Parce qu'il s'en veut d'être faible ou par regret pour des choses qu'il a pu dire. C'est un petit garçon qui se construit, qui découvre le monde et se découvre lui-même. Ce qui est plutôt normal pour un enfant de son âge. Il a 12 ans, je le rappelle. Ce qui est plus jeune que la plupart des héros du genre. Et justement, quand il va atteindre son objectif, il va avoir une réelle remise en question. Il va comprendre que sa quête n'était motivée que par un désir, que ce n'était pas là son rêve. Quel est son but? Quel est son rêve? C'est justement là la question qui va se poser. Se demandant même si tout ce qu'il a fait jusqu'à présent était réellement utile. Et la réponse est oui. Car comme on l'a dit plus tôt, l'important c'est le chemin parcouru. Se faire des amis, vivre des moments de joie, de doute, de tristesse, c'est ça qui fait grandir une personne. Et c'est exactement comme ça, en tout cas de mon point de vue, que Togashi veut construire son histoire et veut construire son personnage. Hunter x Hunter n'est pas l'histoire d'un petit garçon à la recherche de son père. C'est l'histoire d'un enfant qui grandit dans un monde qui lui est inconnu. Un monde moderne et dur. Un monde qui va le forger et qui va l'amener à faire ressortir le plus sombre de lui-même. C'est le voyage d'un adolescent vers l'âge adulte. Et d'ailleurs, parlons un peu de sa personnalité à Gon. Bah oui, c'est important quand même. Quand Gon prend le large et quitte sa petite île, c'est un personnage pur, qui ne connaît rien du monde et de ses vices. Un petit garçon avec les yeux naïfs d'un enfant de son âge. Et c'est justement à travers ce personnage candide que Togashi va critiquer notre société. Gon est un personnage curieux et joyeux, en tout cas au début. Dans les premiers arcs du manga, il se questionnera beaucoup, pas forcément sur lui-même, mais sur le monde qui l'entoure. Et non pas par jugement, mais par simple curiosité. Un peu comme le ferait un bébé finalement, il observe, il écoute, il apprend. J'ai envie de prendre un exemple très simple, mais que je trouve quand même assez représentatif et qui, comme je l'ai dit, ne va pas trop vous spoil. Dans l'arc de Yorkshire City, Gon et Killua vont découvrir les magouilles et les arnaques du monde des ventes. Et c'est justement en se faisant presque avoir par un prêteur sur gage qu'ils vont rencontrer Zapaeru. Un homme qui va leur apprendre tout ce qu'il connaît sur les arnaques. Et Gon, il va justement lui poser plein de questions. Et même quand il va apprendre que ce mec est un ancien faussaire, donc un arnaqueur, il ne sera jamais dans le jugement. Là où Killua, lui, sera un petit peu plus sur la défensive, mais on parlera de Killua plus tard. En fait, au début, Gon, c'est un peu comme une éponge. Il découvre le monde, il apprend ce qu'est l'amitié, il apprend la valeur de la vie, mais aussi tous les côtés plus sombres du monde. Parce que quand on se fait des amis, eh bien on a peur de les perdre. Et vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Eh bien... Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Oui, j'adore Star Wars. L'enfant joyeux qu'était Gon va découvrir des sentiments plus durs. La peur, la colère, la haine et la souffrance. Des sentiments qui le transformeront petit à petit. L'enfant souriant devient un garçon stoïque, un jeune homme méprisable avec son ami, une personne qui ne pense qu'à lui et qui se croit au-dessus des autres. Un homme imbu de lui-même. Jusqu'à une perte de contrôle totale où les sentiments prendront le dessus sur sa raison, faisant alors apparaître le plus grand antagoniste de Gon, à savoir lui-même. Consumé par la haine, Gon en paiera un lourd tribut. Et c'est dans cette construction de personnage que je trouve Togashi très fort. Le héros ne devient pas agressif car un démon sommeille en lui. Non, le démon, c'est lui-même. Avec ce héros, Togashi nous montre que l'homme n'est ni bon ni mauvais. C'est un mélange des deux. Et c'est aussi sa façon à lui de montrer qu'on est à la fois influencé par notre entourage et qu'un environnement peut changer une personne. Et en vrai de vrai, je peux pas m'empêcher de comparer l'histoire de Gon à celle d'un petit garçon qui vit dans une galaxie lointaine, très lointaine. Gon et Anakin ont beaucoup de ressemblances, mais bon, je vais pas vous faire chier avec ça, je garderai ça peut-être pour une autre vidéo. Bref, vous l'avez compris, pour moi, Gon est un personnage assez unique dans la vaste étendue de shonen.
Car plus qu'un héros, c'est avant tout un homme, et quand je dis un homme, c'est un homme avec un grand H. Un garçon qui doute et qui grandit comme nous. Un ado qui évolue et qui s'endurcit. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que le manga est tranche de vie, mais presque. Mais ce que je trouve très fort, c'est que ce travail, ce soin apporté à l'écriture du personnage principal ne lui est pas réservé. Togashi prend soin de développer tous ses personnages pour les rendre plus vrais, plus humains. Alors je vais pas vous parler de tous les personnages du manga, et ce pour 3 raisons majeures. La première parce que ce serait beaucoup trop long. La deuxième parce que j'ai la maxi flemme. Et la troisième parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de trop vous spoil. Le but est quand même que vous alliez découvrir le manga ou l'anime après cette vidéo. Mais bon, j'ai quand même envie de vous parler de certains personnages pour appuyer un petit peu plus mes propos. Les 2 premiers compagnons de Gon sont Léolio et Kurapika. Il les rencontre dès le début de l'histoire. Et là où c'est intéressant, c'est que ces 2 personnages sont animés par 2 des 7 péchés capitaux, la colère et l'avarice. L'un voulant devenir hunter pour se venger et l'autre pour devenir riche. Pourtant, ça ne fait pas d'eux des méchants, loin de là. Kurapika est certes prêt à tout pour venger son clan, mais pour autant, il ne fera jamais de mal à ceux qui ne sont pas sa cible, s'opposant même une épée de Damoclès pour qu'il respecte ses convictions. C'est un personnage qui va recevoir un gros travail psychologique et qui va beaucoup se remettre en question, notamment sur ses objectifs. L'arc de Yorkshire City, je vais pas vous en dire plus. C'est un personnage froid et distant, un personnage empoisonné par la tristesse qui s'est fermé aux autres. C'est un personnage qui s'auto-détruit, parfois prêt à commettre des actes qui sont contre sa moralité personnelle. Et c'est souvent grâce à ses amis qu'il arrive à repenser de façon rationnelle. Bref, si vous allez pas bien, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, ou à moi si vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais ne restez pas seul. C'est vraiment ça que veut nous dire Togashi avec ce personnage. Léolio, lui, veut de l'argent, beaucoup d'argent. Mais pas pour l'utiliser pour son propre compte, mais bien pour aider les autres, enfin, en partie. Il aime l'argent car pour lui, elle offre une liberté et une possibilité de soutien. Il n'est pas avare par amour de cet argent, mais par envie d'aider son prochain. D'ailleurs, vous verrez à un moment, il essaiera de devenir président de l'association Hunter. Non pas pour devenir l'un des hommes les plus riches et les plus influents du monde, mais bien pour aider son ami en difficulté. C'est un personnage qui est parfois prêt à utiliser des techniques légèrement frauduleuses pour s'en mettre plein les poches. Mais Gon sera là pour qu'il voit les choses différemment, souvent en lui exprimant son malaise face à cette situation. À travers ce personnage, Togashi nous montre que vouloir de l'argent n'est pas un mal en soi. C'est même tout à votre honneur si c'est pour faire le bien et que vous l'obtenez proprement. Il nous montre aussi que désactiver Adblock pour regarder les vidéos de vos youtubeurs préférés, ça fait plutôt plaisir. Bref, ce sont des personnages nuancés. Et il en va de même pour l'un des personnages les plus appréciés du manga, à savoir Killua. Killua, c'est le meilleur ami de Gon. Et honnêtement, c'est difficile de parler de Hunter x Hunter sans parler un peu de ce personnage. Parce que même si on suit le périple de Gon, celui de Killua lui est intimement lié. Comme Naruto et Sasuke, Goku et Vegeta, Gon et Killua forment un duo parfait. Killua est un personnage qui, contrairement à Gon, connaît déjà bien le monde qui l'entoure. Il est endurci par la vie. Quand il rencontre Gon, c'est donc déjà un jeune homme mature. Mais c'est pour ça que le duo de Gon et Killua fonctionne aussi bien. Killua apporte la maturité là où Gon apporte l'innocence. C'est un personnage essentiel, non pas parce qu'il est trop stylé, mais parce qu'il apporte un point de vue différent par rapport à Gon, que ce soit sur le monde qui les entoure ou sur eux-mêmes. J'entends par là que Killua permet de nuancer les actions de Gon, montrer qu'elles ne sont pas forcément bonnes ou forcément mauvaises. Il apporte un point de vue extérieur. Par exemple, si on regarde la scène où Gon va sombrer, à travers le prisme de ce dernier, on aurait tendance à le soutenir, se dire qu'il a raison, qu'il doit se déchaîner. Mais quand on observe ce moment avec Killua, on réalise à quel point tout cela est mauvais. D'autant plus que c'est un personnage qui est impressionné par Gon, car celui-ci est heureux. Heureux dans une société qui a tout pour nous faire bader. Il représente un peu l'espoir de Killua. J'ai limite envie de dire son objectif. C'est pour ça qu'il en voudra de laisser son ami chavirer. Car si Gon tombe, Killua entre en désillusion. Son rêve s'effondre. C'est un personnage très humain de par son caractère, ses envies et j'ai même envie de dire ses péchés mignons car comme tous les enfants de son âge, il adore le chocolat. Honnêtement, je pense qu'il est même plus facile de s'identifier à Killua qu'à Gon finalement. Et je dis ça alors même que c'est censé être un assassin. Honnêtement, je pourrais faire une vidéo entière sur Killua tellement il y a de choses à dire sur ce personnage parce qu'il est aussi complet que Gon finalement. Mais j'ai quand même envie de parler un peu des antagonistes du manga et je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. En tout cas, si une vidéo sur Killua vous intéresse, eh bien dites-le moi dans les commentaires et peut-être que j'étudierai la question. Sur ce, laissons place aux antagonistes. Comme dans toute bonne histoire qui se respecte, Hunter x Hunter possède son lot d'antagonistes. D'ailleurs, il est toujours bon de rappeler que antagoniste ne veut pas dire méchant, chose que certains fans de SNK ont un peu du mal à comprendre, mais bon.
Comme je l'ai dit plus tôt, le plus grand antagoniste de Gon, c'est lui-même. Mais on ne va pas reparler de Gon. Dans les parties précédentes, j'ai essayé de vous montrer que les personnages d'Hunter x Hunter ne sont pas manichéens. Ce qui en vrai est plutôt logique, parce que dans un sens, ça me paraît un petit peu obligatoire. Parce que si Togashi mettait en scène un méchant pour être méchant et un gentil sans nuance, ça n'aurait pas de sens avec le monde qu'il veut construire. Un personnage comme Freezer par exemple n'a donc pas sa place de Hunter x Hunter. Attention, hein, je suis pas en train de dire que je n'aime pas Freezer, c'est pas ce que j'ai dit. Mais force est de constater que l'antagoniste principal de Dragon Ball est un personnage assez manichéen. Impitoyable et cruel, c'est un tyran en continuelle quête de pouvoir. C'est un véritable faire-valoir de Goku. Un personnage qui n'est là que pour montrer la grandeur d'âme du héros. Mais Gon n'est pas un personnage aussi bon que Goku, et il n'a pas vocation à l'être. Il n'a pas besoin d'un antagoniste qui l'oppose, mais d'un personnage qui le complète, qui va raconter autre chose dans l'histoire. C'est pour ça que les principaux méchants de Hunter x Hunter ne sont pas comme Freezer. Je vais donc vous parler de deux personnages. Et je vais pas vous cacher, ce sont les plus connus, je pense que même si vous n'avez pas lu le manga, pas vu l'anime, vous en avez forcément déjà entendu parler. Mais ce n'est pas parce que ce sont les plus connus qu'ils en sont moins intéressants. On va donc commencer par Hisoka Moro. L'arlequin, le magicien, le bouffon, appelez-le comme vous voulez, en tout cas Hisoka est un personnage très reconnaissable de par son apparence. Toujours maquillé, cheveux rouges pétants et tenu orné de symboles de jeux de cartes, c'est un personnage qu'on n'oublie pas. Mais ce qui fait de lui l'un des antagonistes les plus marquants des shonen de notre génération, c'est sa personnalité. Égocentrique, manipulateur, Hisoka est un sociopathe qui convoite le plaisir de tuer. Mais ce n'est pas un tueur aveugle, il cherche des proies à fort potentiel. Des hommes puissants, de fiers combattants qu'il prendra un malin plaisir à briser. C'est un homme maléfique aussi imprévisible que joueur, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. Et honnêtement, ça fait grave flipper. Et c'est un personnage très important dans l'évolution de Gon, l'obligeant à se remettre en question et à éprouver des sentiments qui lui étaient encore alors inconnus. Hisoka jouera avec Gon comme le Joker joue avec Batman. Leur objectif n'est pas en réalité vraiment de tuer le héros, mais plus de l'attaquer sur le plan psychologique, de le détruire intérieurement. Alors dans une moindre mesure, parce qu'Hisoka n'est pas allé jusqu'à détruire Gon, il s'amuse avec lui pour faire grandir son potentiel. Hisoka est donc un être étrange, difficile à cerner et qu'on aborde avec méfiance. C'est un personnage avec de sombres intentions, mais qui sait se rendre sympathique si cela lui permet d'atteindre une quelconque satisfaction. Mais ce qui est très fort avec ce personnage, c'est qu'il a une double casquette. Il est à la fois antagoniste et à la fois un petit peu mentor, parce que Hisoka sera un petit peu un modèle pour Gon et pour Killua. Alors pas sur le plan psychologique bien sûr, on s'entend, mais sur d'autres aspects. Comme un élève cherchant à dépasser son maître, Gon cherchera à dépasser Hisoka. À travers Hisoka, Gon cherchera d'où lui vient cette puissance. Et quand il aura découvert le Nen, Hisoka servira d'exemple pour en montrer ses possibilités. Alors je dis pas que Hisoka est le maître de Gon, mais je trouve que c'est quand même un personnage qui permet à Gon de grandir. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est un peu un mentor. Mais encore une fois, c'est un personnage très complexe qui mériterait qu'on en parle encore plus, mais la vidéo est déjà quand même super longue, donc on va un petit peu abréger. Surtout que j'aimerais vous parler d'un autre personnage. Et pour le coup, on va en parler un petit peu plus. Alors avant de continuer, j'aimerais vous prévenir parce que dans cette partie, je vais spoil un petit peu plus. Parce que j'aimerais aborder un personnage emblématique de Hunter x Hunter. Sûrement l'un des personnages qui a fait le plus parler de lui. Je veux bien sûr parler de Meruem. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous continuez la vidéo au risque de vous faire un petit peu spoil, soit vous allez vite regarder Hunter x Hunter. Bref, je vous laisse 5 secondes pour vous décider. Vous êtes toujours là? Bon, eh bien c'est parti. Meruem est le plus grand méchant de Hunter x Hunter, et je mets le méchant entre guillemets parce qu'il est décrit comme tel. Mais en vérité, je trouve que c'est pas vraiment le cas. Je vois souvent les gens dire que c'est le méchant qui devient gentil, et je vais pas dire qu'ils ont tort, mais honnêtement, je trouve que c'est une vision un petit peu simpliste de la chose. Car pour moi, Meruem, c'est plus que ça. Nous sommes humains et nous vivons à travers des codes et des mœurs que nous avons définis et qui nous sont propres. Donc forcément, quand quelqu'un ou quelque chose vient à l'encontre de ses croyances, eh bien on le juge comme mauvais. Car il représente un danger pour nous, et plus que ça, il représente un danger pour notre vision de ce qui est bien et de ce qui est mal. De notre point de vue, Meruem est donc un personnage cruel, prétentieux et doté d'une grande force et d'une apparence hideuse. Il a donc tout du parfait méchant. Pourtant, ça n'en est pas un. C'est une fourmi, et du point de vue de cette espèce, eh bien il n'a rien de méchant en vérité. S'il est cruel, c'est parce que c'est un prédateur. Et croyez-moi, j'ai bouffé un nombre incalculable de documentaires animaliers, et je peux vous dire que la nature, elle vous fait pas de cadeaux. Meruem, en mangeant des humains, ne fait qu'assouvir son désir premier. Manger. Et si on a l'impression que c'est un personnage prétentieux, c'est parce qu'en réalité c'est un super prédateur. Un prédateur en haut de l'échelle,
un prédateur qui n'a pas de prédateur. C'est donc normal qu'il considère les autres êtres vivants comme inférieurs, parce que c'est le cas. Il est le roi de l'espèce la plus puissante. D'un point de vue animal, il n'est donc pas méchant. Il est juste le plus fort. Et nous, on est juste des merdes, voilà. Et c'est ça qui rend le personnage intéressant. Ce n'est pas juste un méchant qui devient gentil grâce au pouvoir de l'amitié. C'est un personnage qui représente une dualité. Car il est peut-être fourmi, mais il est aussi homme. Sa personnalité et son évolution représentent l'affrontement de deux modes de pensée, le système animal et le système humain. Après sa naissance, au début de l'arc, le roi des fourmis chimères se laissera guider par son instinct animal. Ses subordonnés vont d'ailleurs le pousser dans cette direction, le conforter dans l'idée qu'il est le plus puissant et qu'il est né pour régner sur toutes les espèces. D'ailleurs, je ne vais pas trop parler de sa garde rapprochée, mais eux aussi auraient été intéressants à analyser, notamment Chapoufou et son admiration maladive pour le roi. Et c'est dans cette optique-là que Meruem va s'exercer à montrer sa domination, à la fois sur le plan physique, en mangeant des humains de plus en plus forts, mais aussi sur le plan psychologique, en affrontant les hommes au sommet dans des jeux de stratégie en tout genre. Et pour ceux qui ont vu la série, vous savez que c'est à ce moment-là que tout va changer, que le roi va commencer à douter, que Meruem va se transformer. Alors ce changement, il va être progressif, il va pas se faire d'un coup, mais il est initié par l'entrée en scène d'un nouveau personnage, à savoir Komugi. Né et vivant pour le Gungi, Komugi est une jeune fille aveugle, tendre et maître dans sa discipline. Et ça, c'est très important. Meruem trouve donc en Komugi un adversaire imbattable, une personne frêle et pourtant sûre d'elle, une jeune fille qui remettra en question toutes ses croyances. Être fort ne signifie pas écraser les autres. Le côté animal de la fourmi chimère est perturbé. Mais par quoi est-elle perturbée ? Meruem a en face de lui une personne plus forte au Gungi, mais qui refuse de l'admettre. Car la grande différence entre Komugi et Meruem, c'est leur motivation. Là où Meruem veut prouver sa domination, Komugi, elle, veut déplacer ses pions de la plus belle des façons. Elle joue pour gagner, oui, mais surtout pour le simple fait de jouer, car c'est ça qui la rend heureuse. Sauf que la conception même du bonheur, c'est une chose inconnue pour le roi. C'est un état psychologique qu'il ne comprend pas, et c'est ça qu'il cherchera à découvrir avec Komugi. Et c'est à travers ce nouvel objectif inconscient que Meruem va faire ressortir une nouvelle personnalité. La face cachée du roi commence à se dévoiler, montrant alors une fourmi chimère plus qu'humaine. Personnalité qui fera d'ailleurs peur à son garde royal Chapoufou, car il découvre un nouveau roi, un homme bon et doux. Et d'ailleurs, si Komugi est aveugle, c'est pour nous montrer que nous le sommes nous-mêmes. Si nous voyons Meruem comme un méchant, c'est parce que nous sommes aveuglés par notre vision. Komugi, elle, ne voit pas, ou du moins pas comme nous. Elle perçoit les choses différemment et elle considérera toujours Meruem comme un homme, ce qui renforcera Meruem dans l'idée qu'il n'est peut-être pas ce que ses congénères lui disent. Komugi va donc éveiller cette nouvelle personnalité, cette personnalité plus humaine en Meruem. Mais pour autant, son côté animal restera dominant. Car même s'il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, il est sûr d'une chose, il est le roi des fourmis chimères. Et il restera un insecte jusqu'à son combat contre le président de l'association Hunter. Et quel combat! Il est exceptionnel ce combat! Mais plus qu'un affrontement entre deux personnages à la puissance démesurée, c'est surtout pour Meruem le climax d'un combat intérieur. Netero mettra le doigt sur la double personnalité de ce personnage, le faisant alors rentrer dans une réelle crise identitaire, une perturbation mentale qui le fera rentrer dans la folie. Ne sachant plus qui il est réellement, Meruem deviendra la bête sanguinaire que tout le monde redoutait. Et pourtant, Netero arrivera à bout de ce Meruem. Parce que oui, Netero n'a pas perdu ce combat. Et j'ai même envie de vous dire qu'il l'a gagné avant de se faire exploser. Et quand je veux dire exploser, c'est vraiment quand il se fait exploser quoi, boum. Parce que la vraie carte maîtresse de Netero, ce n'est pas la bombe atomique qu'il a dans le bide, non. C'est le nom de son adversaire. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce combat, son nom. Meruem veut connaître son nom. Quand Netero le lui apprendra, la folie topétueuse laissera place à l'accalmie. En lui donnant son nom, Netero tue l'animal. Car notre nom, c'est ce qui nous différencie des autres animaux. Cette étiquette que nous nous donnons est une de nos caractéristiques, chose d'ailleurs que les fourmis chimères ne comprennent pas au début de l'arc. Après ce combat, Meruem ressuscitera non pas dans une nouvelle enveloppe charnelle, mais dans une toute autre version de lui-même. Un Meruem humain qui a tout oublié de son passé animal, qui ne cherchera pas à s'en rappeler, mais seulement à se souvenir de ses moments d'humanité. Vous remarquerez d'ailleurs qu'après cette résurrection presque biblique, le roi parlera de lui à la première personne, chose qui n'était pas le cas avant, le rendant encore un peu plus humain. Dépourvu de sa facette animale, il sera à même de ressentir et de comprendre les sentiments de la jeune Komugi. Cet état psychologique qui lui était inconnu finira par lui être salvateur. Meruem partira dans le bonheur.
Voilà pourquoi je trouve que dire que Meruem c'est juste un méchant qui devient gentil, bah je trouve ça un petit peu simple. Vous savez maintenant pourquoi dans les grandes lignes j'aime Hunter x Hunter. C'est un manga avec un univers dense qui se veut assez réaliste et qui va apporter une critique sur notre société. C'est un manga qui possède des personnages profonds et réfléchis, avec un réel travail psychologique. C'est une œuvre avec une écriture qui change. Une écriture parfois dure à aborder, fatigante pour les yeux, mais qui révèle d'une grande maîtrise. Et pourtant, je n'ai pas parlé de tous les éléments qui composent ce manga. Je n'ai même pas parlé du principe même de Hunter, ni du nen qui est leur source de pouvoir. Mais qui sait, peut-être que je ferai une partie 2 à cette vidéo pour parler du nen, parce que c'est vrai que c'est un des pouvoirs les plus recherchés, une des sources de pouvoir les plus recherchées que j'ai pu lire. Bref, en attendant, je vous laisserai aller découvrir ou redécouvrir tout ça dans le manga, en espérant justement que je vous aurai donné envie d'y aller, parce que c'était quand même le but de cette vidéo. En tout cas, je vais pas vous demander de liker la vidéo, parce que bon, même si ça me fait plaisir, c'est pas ce qui est important. Moi, je veux surtout que vous la partagiez à vos amis qui hésitent à se lancer dans l'aventure. Transmettre ma passion, c'est ça que je veux faire dans ce genre de vidéo, donc s'il y a bien une chose que vous pouvez faire, c'est m'aider dans cette tâche. Bref, c'était Charlie, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!